Vous êtes ici parce que j'ai une proposition à vous faire concernant votre avenir avec le bébé. Mais avons-nous vraiment une chance pour un avenir ? La 3e saison de Squid Game s'est avérée être la plus violente de toutes. Nous, les spectateurs, nous comportons souvent de manière illogique. Lorsque tout se termine par un happy end classique, nous sommes souvent mécontents, car tout était trop banal et prévisible. Mais quand on nous montre une fin non conventionnelle, loin des clichés hollywoodiens qui brisent les règles habituelles, nous sommes à nouveau déçus. La partie est terminée. Même si nous pressentions inconsciemment la fin, nous continuions à compatir avec les héros jusqu'au bout. Et lorsque à la fin, ils se retrouvent dans le tout mort, il reste un désagréable sentiment dépressif et un lourd sentiment de désespoir. C'est ce qui s'est produit dans la 3e saison de Jeu du Calmar. D'un côté, notre héros a fait le bon choix et est resté humain. Nous sommes des êtres humains. Il a prouvé que même dans de telles conditions, on peut faire preuve de sacrifice pour un autre être vivant. D'un autre côté, tous ceux pour qui nous nous inquiétions sont morts, et le mal est en fait resté impuni. Mais plus je réfléchissais à la 3e saison, avec ses contradictions et ses moments illogiques, plus je me convainquais que nous n'avions tout simplement pas compris l'idée de l'auteur, et la fin n'est pas si simple et bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Peut-être qu'il ne nous plaît pas autant, mais il est entièrement justifié et logique. Dans cette vidéo, je veux discuter des principaux problèmes de la 3e saison. Qu'est-ce qui mérite des éloges et du respect ici, et qu'est-ce qui suscite de l'incompréhension et des questions ? Quelle est la principale conclusion, pas très rassurante, que nous pouvons tirer après le visionnage ? Comment peut-on interpréter la fin et qui au final a réellement gagné dans la 3e saison de Squid Game ? Malgré toutes les maladresses et certaines incohérences de la 3e saison de Squid Game, dont nous parlerons encore, je considère la fin de cette histoire comme véritablement géniale. Dès le 4e épisode, on nous a clairement laissé entendre qui serait le vainqueur. En fait, on a montré en gros plan le futur triomphateur et nous ne l'avons même pas remarqué. Mais pour commencer, discutons des avantages évidents de la 3e saison. La première chose dont j'aimerais parler, c'est de l'intrigue du personnage principal, Ki-hoon. Elle conclut logiquement son parcours et boucle joliment l'une des idées clés de la série. Rappelez-vous comment il a commencé. Dès le premier épisode, on voit Ki-hoon à l'hippodrome parier sur des chevaux après avoir volé de l'argent à sa mère. Entrez le montant que vous souhaitez retirer. Fouette! Fouette! Allez! Vas-y! Plus fort! Fouette! Mais bientôt, il se retrouve dans le rôle du cheval, les very important person pariant déjà sur lui. L'organisateur des jeux, Il-nam, essaie de prouver que les gens sont eux-mêmes responsables. Je n'ai forcé personne à jouer. Vous avez tous choisi de le faire volontairement. Et ils ne méritent pas qu'on les plaigne. Tu crois encore en l'humanité ? Dans la saison 2, le recruteur exprime cette idée transformée. Tu n'es qu'une ordure comme les autres, une ordure qui a eu la chance de sortir de la décharge. Selon lui, les gens sont des déchets et leurs vies ne valent rien, car beaucoup ont eux-mêmes choisi cette voie. Mais Ki-hoon risque encore et encore sa vie pour prouver que même dans une situation apparemment sans issue, on peut garder son humanité. Vous croyez encore en l'humanité ? Et la fin, bien que dure et cruelle, montre que le héros n'a pas dévié de sa voie. Je tiens à souligner qu'avant même la sortie de la saison 3, une théorie suggérait que le protagoniste pourrait devenir le nouveau présentateur, répétant en quelque sorte son parcours. J'ai moi aussi avancé cette hypothèse et, je dois dire, mes suppositions se sont confirmées. Voici un extrait de ma vidéo. Si l'on parle de la fin de la série, est-il possible qu'un scénario où Ki-hoon devienne le nouveau présentateur et que les spectateurs restent sans happy end ? Je pense que les créateurs ne feront quand même pas ce choix.
Je pense que Ki-kun va vraiment suivre un chemin qui le mènera au rôle de nouveau présentateur et tout semblera indiquer cette issue. Il pourrait même finir par occuper ce poste. Mais à un certain moment, il pourrait y avoir un rebondissement final qui renversera complètement ce concept. Ce rebondissement inattendu sera probablement le point culminant de toute l'histoire, nous ramenant à l'idée de départ. Les gens ne sont pas des déchets et méritent prendre une chance. Et tout s'est déroulé exactement ainsi. L'animateur a autrefois suivi le même chemin, il a été déçu par les gens et est passé du côté obscur. Et toute la 3e saison amène Ki-hun à la même décision. On lui dit littéralement dans le dos « Vous croyez encore aux gens ?» Et c'est encore une référence au débat principal qui dure depuis la 1re saison. Tu crois encore aux gens? Ces gens ne sont que des perdants dans le jeu, des déchets, jetés hors de la compétition. Ki-hun hésite, il doute, et on voit qu'à un moment il est presque prêt à franchir la même limite. Mais il trouve la force de refuser. Et cela devient un moment décisif dans l'histoire. Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des êtres humains. La transformation de Ki-hun, passant d'un joueur invétéré qui vole de l'argent à sa mère pour parier à un homme qui se sacrifie, est l'un des moments les plus forts de la 3e saison. Un autre avantage évident de cette saison, ce sont les jeux eux-mêmes, qui n'ont rien à envier aux précédents en termes de tension et d'ingéniosité. Le jeu de la corde à sauter est tout à fait comparable au pont de verre. Le moment où un participant, après avoir traversé le pont, se retourne et pousse les autres, est un retournement de situation saisissant, dramatiquement et symboliquement. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Je joue à un jeu. Réfléchis par toi-même. Le jeu avec des couteaux et des clés choque par sa brutalité. Et le jeu final montre clairement toute l'horreur de la transformation des gens, prêts à tout, même aux actes les plus vils. Je propose le joueur 222. Je n'y vois pas d'inconvénient. Le joueur 222 a été sélectionné. Un autre avantage indéniable, ce sont de nombreux personnages secondaires. Par exemple, l'histoire d'une mère et de son fils, où à la fin, la mère est obligée d'arrêter son propre enfant pour sauver une autre personne. Ou encore l'histoire du joueur 120, qui s'avère soudainement être le plus noble de tous. Plus vite, plus vite. Cependant, malgré tous ces points forts, il y a aussi des aspects qui, pour le dire gentiment, ont provoqué un sérieux mécontentement chez de nombreux spectateurs. Discutons-en aussi. La 3e saison présente plusieurs incohérences, notamment concernant l'intrigue du policier. Dans les saisons 2 et 3, il est à la recherche de son frère et de cette fameuse île, et le spectateur suit tous les détails de son enquête. Monsieur, tout est comme je l'ai dit. Je me suis un peu renseigné. Et le capitaine Park est un type très louche. Et alors, l'intrigue sur la relation entre les deux frères n'aboutit à rien. À la fin, il lui crie juste dessus. Pourquoi? Réponds-moi. En tant que spectateur, je m'interroge également. Pourquoi? Pourquoi toute cette intrigue qui n'a eu aucune incidence? Même le jeu lui-même se termine sans l'intervention du policier. Un autre point qui a énervé beaucoup de monde, c'est le comportement des personnages dans le jeu final. Je rappelle que lors de la dernière épreuve, il reste 9 personnes dans l'arène avec l'enfant. Selon les règles, 3 personnes doivent être éliminées, laissant 6 survivants. Si tout le monde se met d'accord sur 3 candidats à l'élimination, les autres pourront passer le jeu. Comment a-t-on pu tout retourner à ce point pour qu'au final personne ne survive à part l'enfant? Première option. Les joueurs doivent prendre les décisions les plus stupides et illogiques possibles, ce qu'ils font effectivement. Si vous nous tuez tous les deux maintenant, qui allez-vous tuer au prochain tour? Après avoir éliminé le 125e, il passe à la plateforme numéro 2. Ensuite, il pousse le 336e. Hors du chemin. Selon les règles, tous les joueurs doivent passer sur la dernière plateforme suite à l'élimination d'un concurrent.
Pourtant, pour une raison inconnue, ils poursuivent leur bousculade. Il suffit juste de décider qui sera le prochain. C'est tout. Il ne reste plus qu'un seul round. À ce moment-là, la finale, malgré toute la tension, se transforme en une sorte d'improvisation étrange avec une logique bancale. Il y a également d'autres problèmes, comme l'histoire de la tireuse d'élite numéro 011. Je vous rappelle comment elle est entrée dans le jeu. Son objectif principal est de gagner assez d'argent pour retrouver et se réunir avec sa fille qu'elle a dû laisser derrière elle en fuyant la Corée du Nord. Pour cela, elle envoie froidement dans l'autre monde un tas de gens, des pères et des enfants de quelqu'un. 188. Joueuse 240. Tout ça pour pouvoir retrouver son enfant. Voici le paradoxe. Après avoir tué des dizaines, voire des centaines de personnes, elle décide soudainement d'en sauver une. Parce que lui aussi a une fille. Partez immédiatement. Votre fille est en danger. Vous devez quitter l'île avant la dissipation du brouillard. Et cela la transforme soudainement en un personnage positif. Elle sort du jeu pur, impunie, auréolée, comme une martyre qui a expié ses péchés. Votre fille est en danger. J'ai une question. Dans quel univers est-ce une issue juste ? Pourquoi la vie de ceux qu'elle a tués pour sa fille vaut-elle soudainement moins ? Il y a aussi l'organisateur, ce fameux joueur 001, l'homme qui est le symbole du mal, contre lequel Gi-hun s'est battu tout au long du chemin. Joueur 456. Un homme qui a 1000 morts sur les mains. Et que voit-on ? Il sort de cette histoire presque comme un saint. Le film dépeint le respect de Ki-kun pour les choix des autres, son soutien financier à sa fille et à son frère. Seong Ki-hun t'a laissé ses affaires, Gaeon. Où est-ce la justice ici ? C'est une autre histoire pour les very important persons. Oui, l'équipe n'a pas tenu longtemps. C'est généralement comme ça que ça se passe. Tous ces maîtres de la vie qui misaient sur la vie des autres. Lequel d'entre eux a répondu de quoi que ce soit ? Personne, pas un seul n'a payé le prix. Les jeux continuent. Les gens vont toujours à l'abattoir pour le spectacle. En résumé, voici ce qu'il en est. La révolution de Ki-hun a échoué. La fille de Ki-hun est restée sans père, car il n'est jamais venu la voir. Les actions du policier n'ont rien donné non plus. Les jeux se poursuivent, et nous savons à présent qu'ils sont aussi organisés ailleurs. Ceux qui ont commis toutes ces injustices sont restés impunis. Ceux qui ont montré ne serait-ce qu'une once d'humanité sont morts. Voilà une fin heureuse. Mais plus j'y réfléchissais, plus je revenais à cette idée. Et si c'était justement ce que le showrunner voulait nous transmettre ? Rappelons-nous d'abord comment tout a commencé. La première saison de Squid Game était une critique acerbe du système capitaliste, le sommet de l'intention de l'auteur. Il y avait la douleur de la société, surtout coréenne, et un message social fort. Des gens englués dans les dettes, sans aucune chance de s'en sortir, et des riches qui misent sur eux comme sur des chevaux à l'hippodrome. Mais dès la deuxième saison, il est devenu clair que Hwang Dong-hyuk a commencé lui-même à étouffer sa propre idée. Après tout avait commencé comme une critique de la soif de profit, mais cela s'est terminé par le lancement d'une franchise à plusieurs millions. On parle littéralement de centaines de millions de dollars, et selon certaines estimations, déjà plus d'1 milliard. Hwang a eu une première saison difficile. Il a raconté avoir perdu 8 dents à cause du stress pendant le tournage. En même temps, il n'a pas reçu un gros cachet pour le tournage de la première saison. Et comme il l'a honnêtement avoué plus tard, c'est justement l'argent qui l'a poussé à accepter de tourner la deuxième saison. Il est évident qu'il ne se fichait pas de ce qui allait arriver à sa création. Mais l'argent a quand même gagné, dans la vie comme à l'écran. Regardez l'épisode 4 de la saison 3. Nous demandons à tout le monde de prendre place. 9 joueurs, 9 prétendants. Mais il y a aussi un 10e joueur auquel vous n'avez pas prêté attention. Le voici, ce joueur c'est l'argent. Et il a encore gagné, aussi bien dans le jeu qu'en dehors. Le frère du joueur reçoit l'argent. La fille de Ki-hun reçoit l'argent.
Et le plus important, les images avec le nouveau recruteur des jeux aux États-Unis. Putain de merde. Squid Game devient maintenant une nouvelle franchise. David Fincher réalisera une adaptation du film. La machine à fric s'est lancée. Ce qui était censé être une critique acerbe du capital est devenu une partie d'une industrie du gain valant des milliards. Van Don Hyuk, tout comme ses personnages, n'a rien pu changer. Le policier a trouvé l'île, mais n'a pas mis fin au jeu. Ki-hong a prouvé qu'on pouvait rester humain, mais il a lui-même disparu. La franchise des jeux perdure, survivant à son héros et son créateur. C'est pourquoi, dans le cas de Hwang Dong-hyuk et de sa création, une telle fin semble être la seule conclusion logique et honnête à cette histoire. On peut croire en des gens qui sont encore capables d'actes nobles, mais il ne sera pas si facile de changer le système lui-même. Les paroles de la 2e saison me reviennent alors parfaitement en mémoire. Tant que ce monde ne changera pas, le jeu ne s'arrêtera pas. Si vous voulez des analyses d'Hopkins de Squid Game, regardez les vidéos déjà publiées sur la chaîne, regroupées dans une playlist séparée qui devrait tous s'afficher à l'écran. Par exemple, il y a une analyse du recruteur ou du joueur 218 de la première saison. Écrivez aussi dans les commentaires si vous souhaitez la suite des analyses de Squid Game et quels personnages vous aimeriez voir dans les prochains épisodes.